on va parler de réponses anachroniques. Cela arrive assez souvent de croiser des reprises d'œuvres, des œuvres qui font écho, sans en douter, à une autre œuvre. Et c'est bien de cela dont on va parler, d'œuvres qui ont été reprises plus tard par d'autres artistes. Les réponses peuvent être diverses, et c'est évident que nous ne pourrons pas être exhaustifs. On va donc voir quelques exemples pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui. Vous vous en doutez, comme la Joconde, peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506, est le tableau le plus célèbre au monde, tout naturellement, ses reprises sont nombreuses. Bien sûr, sur chacune, on reconnaît la posture de l'emblématique Mona Lisa, mais chaque artiste y apporte sa spécificité propre, et l'œuvre nouvellement obtenue s'ancre dans un tout nouvel univers, un nouveau courant, une nouvelle temporalité. La réponse aux œuvres antérieures peuvent par exemple faire preuve d'humour. On retrouve dans Perspective 2, Le balcon de Manet, peint par Magritte, une transposition à l'identique du décor peint par Édouard Manet. Toutefois, les personnages sont remplacés par des cercueils qui adoptent la place et la posture des personnages du balcon, un clin d'œil grinçant et ironique face aux personnages représentés un siècle plus tôt, qui sont morts à présent. La réponse iconographique est assez commune. Et l'iconographie, en gros, c'est l'étude des représentations d'un même sujet. Le premier exemple que l'on peut citer, c'est la représentation du nu dans le paysage. Parce que oui, quoi de plus normal que d'être nu au milieu de la nature? Rien. Ouais, non, je vois pas. L'évolution du nu dans le paysage présente des recherches d'artistes en réponse à des œuvres qui avaient déjà été faites. Et elles ne sont pas rares, les œuvres qui donnent à voir des personnes nues au sein d'un paysage. Toutefois, cette représentation du corps nu était soumise à des tabous, à des codes de représentation. Et les artistes ont mis au point des outils de dissimulation pour cacher les parties du corps qui ne devaient pas être montrées. Comme par exemple des drapés qui viennent dissimuler ce qui doit être caché. Ces morceaux de tissu, chez Titien, sont disposés sans mise en scène. Le personnage n'a pas conscience de celui-ci. Le tissu est là, pour dissimuler, mais ne fait pas sens. Alors que des années plus tard, Édouard Manet répond à cela en faisant interagir sa nymphe qui le tient, l'étreint même, et ainsi conscientise l'objet. Cette nymphe, surprise alors qu'elle était nue, vient d'attraper ce tissu pour se cacher. L'outil de dissimulation prend alors sens. Il joue un rôle important dans la scène qui se présente sous nos yeux. Mais Manet revisitera des icônes de l'histoire de l'art dans plusieurs de ses œuvres. La posture des personnages est également fortement ancrée dans l'imaginaire collectif. Une Vénus allongée nue sur un divan, dans une posture lascive, est une image fortement iconique. À plusieurs reprises, Titien a exploité le sujet. Beaucoup. On remarque la similitude de posture dans ces deux œuvres représentant Vénus et Cupidon. Son coude gauche lui permet d'être quelque peu relevé, alors que son bras droit est posé presque négligemment sur sa cuisse. Le regard est tourné vers l'angelot Cupidon, et si le paysage est différent à l'arrière-plan, c'est par un jeu de drapés similaire que celui-ci se laisse entrevoir. Titien revisite la scène afin de trouver la meilleure manière de la représenter. Mais déjà avec sa Vénus d'Urbino, on retrouvait cette pose lascive d'une Vénus nue allongée. Toutefois, l'arrière-plan est cette fois-ci très différent, car c'est une toute nouvelle scène qui se laisse voir, comme un tableau dans le tableau. Et 3 siècles plus tard, Édouard Manet, encore, reprendra les codes de Titien et de sa représentation dans son Olympia en 1863. La composition est identique à la Vénus d'Urbino, mais le regard est cette fois-ci ancré sur le spectateur. Et il faut dire que cette œuvre a fait scandale. Elle était considérée comme indécente. On y a vu la représentation d'une courtisane, le bouquet évoquant la venue de son futur client. Mais Olympia est devenue une icône, qui sera reprise à son tour, notamment avec Paul Snooper. Et avant de passer aux réponses non iconographiques, il faut souligner que, de nos jours, la pop culture est partie à l'assaut des icônes. Avec sa série Modern Heroes, Mauro Perruccetti revisite des œuvres emblématiques de l'histoire de l'art. Ici, la création d'Adam de Michel-Ange change d'allure. Adam devient Batman et Dieu se réincarne en Superman. Les figures bibliques sont transposées en super-héros, ces nouveaux dieux de la pop culture. En plus, cette sculpture explore une technique ancestrale,
avec l'utilisation du marbre blanc, ce qui projette Batman et Superman à une esthétique de la Renaissance, comme propulsés au rang de nouveaux classiques. Un autre artiste contemporain explore le sujet, Eric Liot. Il use et joue des codes de la pop culture. Tout l'univers qu'il a construit semble sorti tout droit d'un comics. Les couleurs sont vives, les figures stylisées, et, à la manière de Mauro Peruccetti, il revisite des icônes de l'histoire de l'art, comme l'homme de Vitruve, mais dans une esthétique pop. Il atteint son paroxysme avec les Campbell Soup, qui sont un des emblèmes les plus forts du pop art. Et en revisitant des œuvres, des artistes ont renversé les codes, en changeant la texture des œuvres référentes. Mais pour comprendre cela, revenons-en à Manet. Le déjeuner sur l'herbe comme Olympia a fait scandale. La représentation d'une femme nue qui n'était pas une déesse était vue comme le comble de l'indécence. Or, c'est bien ce que montre cette toile, une femme nue, pique-niquant entourée de ses amis masculins, habillés bien sûr. Les personnages s'inscrivent dans un triangle de composition classique, mais à cela s'ajoute un style assez brut pour l'époque. Ces deux caractéristiques en font l'un des signaux marquants de l'émergence de la modernité. Il est donc normal d'avoir des revisites de celui-ci. Et un siècle plus tard, en 1964, Alain Jacquet en donna sa lecture. Même composition, personnages similaires et leurs habits, pour ceux qui en ont, les ancrent dans leur temporalité actuelle. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est le changement de technique qu'il a utilisé. Cette image à la texture moderniste, cette trame d'impression si particulière, lui fait faire un saut dans le temps. On est bien au XXe siècle, il n'y a plus aucun doute. Et bien sûr, c'est l'artiste issu du pop art, Roy Lichtenstein, qui est le maître en la matière. Sa caractéristique première est son exploitation des codes de la bande dessinée et du comics dans ses toiles. Il réinvente des images trouvées dans des BD, sans empêcher le spectateur d'y retrouver l'essence de l'image référente. Son travail use d'une stylisation des personnages, d'aplats de couleurs vives et de contours noirs prononcés. Mais à cela s'ajoute une trame bien visible, une trame qui rappelle celle d'une impression. Ainsi, il travaille ses œuvres en manipulant les spécificités de la technique d'impression en bande dessinée afin de les exacerber, de les mettre à l'honneur. Et dès 1965, Roy Lichtenstein débutera sa série de coups de pinceau, qui sera un clin d'œil à l'expressionnisme abstrait. Le parallèle se fait comme une évidence avec les drapings de Jackson Pollock. Les coups de pinceau sont la représentation du geste de peindre. On reconnaît les traces de pinceau, mais la stylisation de l'image est celle de la bande dessinée. On est face à un réel changement de texture. Maintenant se pose la question de la matière. Pour voir comment les artistes ont répondu aux œuvres antérieures avec un dialogue avec celles-ci, il nous faut nous tourner vers Rembrandt. Ses œuvres sont reconnaissables à cette exploitation virtuose de l'obscurité et de la lumière. Il est le maître incontournable du clair-obscur. Sur ses œuvres, la figure émerge de l'ombre avec subtilité, dans une continuité non feinte. Le visage représenté naît de la lumière. Il s'extirpe de la matière alors que ses contemporains avaient un rendu plus lisse, la matière se laissant oublier face à la couleur. L'approche innovante de Rembrandt le positionne comme un précurseur dans le monde de l'art. Plusieurs siècles après lui, des artistes exploiteront la matière peinture pour ses particularités, pour sa matérialité. Cette spécificité sera réinventée, poussée à son paroxysme. Ainsi, en 1960, Frank Auerbach réalisa son œuvre Head of You. Cette peinture à fort empattement laisse apparaître un visage, mais les détails y sont absents. Le portrait se laisse voir sans précision. Il est bien difficile d'y reconnaître Stella West, qui est pourtant le modèle de ce tableau. De plus, à la même époque, Eugène Leroy réalise plusieurs autoportraits. Ceux-ci ne seront que matière, une toile de relief qui ne laisse par des tons clairs qu'entrevoir l'image en filigrane d'un visage en devenir. Mais on peut aller encore plus loin, avec des réponses radicales, où l'épuration se fait tant qu'elle devient abstraction. Commençons au XVIIe siècle. Salomon van Ruysdael a peint Vue de rivière près de Deventer. On y voit un paysage réalisé avec une grande précision. Les détails fourmillent, il y en a partout, on s'y croirait. On peut par exemple noter une barque au ton sombre qui se détache par opposition à la clarté de la rivière. Maintenant, faisons un bond dans le temps. Piet Mondrian, à ses débuts, représentera une barque. Celle-ci est moins détaillée que celle de Van Ruysdael. L'heure n'est plus à l'explosion de détails. Nous sommes à l'aube du XXe siècle. La barque apparaît distinctement pourtant. Le cadrage est différent. La barque n'est plus une anecdote du paysage, elle occupe une très grande place dans le paysage. Puis, les recherches de Mondrian le mèneront vers une simplification des formes. Ainsi, en 1914, sa représentation de la mer est réduite à son minimum pour signifier.
La barque est quasiment indiscernable. On la devine, elle se laisse à peine voir dans une gestualité brute sans détour. L'année suivante, c'est au tour de sa composition numéro 10, Jeter et Océan, de faire un nouveau bond en avant. Sans son titre explicite, le spectateur ne peut pas se représenter le sujet de l'œuvre. Mais bon, en ayant connaissance des travaux de Mondrian, on retrouve la forme ovale qui structurait son œuvre La Mer. Et on peut peut-être faire le rapprochement. Mais Mondrian ne s'en arrête pas là. Quelques décennies plus tard, avec son œuvre Broadway Boogie Woogie, l'image n'est plus la représentation du sujet. Cette grille de couleurs vives, jaune, rouge et bleu, est la transposition d'un rythme, celui du Boogie Woogie, à l'aide de carrés de couleurs, dans une abstraction affirmée. Ces œuvres seront reprises. Par exemple, Leon Polk-Smith s'en chargera 4 ans plus tard, en exploitant les carrés colorés à son tour, dans son explicite Hommage to Victory Boogie Woogie 2. Mais il ne sera pas le seul. Avec New Day, Kenneth Noland donne sa version du rythme coloré, en s'affranchissant du carré, pour ne garder que la couleur diffusée en ligne horizontale contrastée. Le rythme a pris le dessus, la couleur s'affirme, le rythme devient couleur, le rythme fait sens, la couleur n'est plus que la représentation d'elle-même, tout cela n'est qu'abstraction.